Bonjour Jean-Pierre Bertin-Maguit. Nous, so- Bonjour. nous sommes très heureux de vous convier à cet entretien en ligne, en dépit de ne pouvoir vous recevoir dans notre salle en ces temps de confinement, pour présenter un film que vous avez réalisé en 2018, qui s'appelle Algérie 54-62, des soldats à la caméra, que nous diffuserons à partir du 15 décembre, et ce pour 3 jours, sur le site de la Cinémathèque. Donc, l'entretien que vous nous accordez aujourd'hui pourra introduire à la diffusion de ce film en ligne. Vous êtes professeur émérite d'études cinématographiques à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Vous êtes membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Vous avez un parcours universitaire en particulier sur le cinéma de propagande, durant tous les conflits du XXe siècle ayant impliqué la France, et en particulier, pour ce qui nous amène aujourd'hui, sur la guerre d'Algérie, avec 2 livres, La guerre d'Algérie et les médias en 2013, et puis Lettres filmées d'Algérie en 2015, que nous possédons à la Cinémathèque, un livre DVD. Cette réalisation en 2018, elle est la suite de ce travail de 2015. Tout à fait. C'est dans le cadre d'un projet que j'ai présenté à l'Institut universitaire de France et qui il devait se définir de 3 façons, par 3 actes différents. La recherche qui a mené l'édition d'un ouvrage, et puis la réalisation d'un documentaire, et l'exposition, une exposition de ces films avec des portraits de soldats que j'avais effectués. Voilà, donc c'est tout à fait le résultat, si vous voulez, c'est une adaptation en quelque sorte de mon livre. Pourquoi en 2018, vous passez à la réalisation audiovisuelle après avoir ponctué votre recherche d'écrits universitaires plus classiques sous des formes littéraires? J'ai toujours voulu traduire mes recherches universitaires sous forme de documentaire. Et ce n'est pas la première fois, c'est-à-dire que j'ai commencé en 84 à être l'auteur d'un film qui s'appelait Cinéma de l'ombre, réalisé par Pierre Beuchot, qui parlait donc de la représentation de la résistance dans le cinéma français. Et puis ensuite, ma recherche très importante sur le cinéma français sous l'occupation, qui a donné lieu à plusieurs ouvrages, s'est traduite par 2 documentaires dont j'étais l'auteur, En tournée pendant l'occupation, qui a été réalisé dans le cadre d'une soirée théma pour Arte en 1994, dont le réalisateur était Didier Deleskevitch. Et puis, en 1999, Les documentaires des années noires, donc c'est un film sur les films de propagande français et allemands diffusés en France pendant l'occupation, qui a été réalisé par Guylaine Guides et qui a été présenté au FIPA en 2000. Et j'oubliais le premier film, Cinéma de l'Homme, nous avons reçu un prix du Festival de Florence, le prix du jury du Festival de Florence. Et donc, après ces 3 expériences en tant que co-auteur ou auteur, j'ai voulu passer moi-même à la réalisation parce que je trouvais que c'était plus, ça devenait naturel pour moi de réaliser mon propre film, quoi. Voilà. Vous rencontrez dans le cadre de la recherche de ce livre et de ce film une trentaine de soldats ayant filmé, ayant fait des images, des films personnels durant leur passage en Algérie, puisqu'il y a à la fois des militaires de carrière et des appelés. Au sortir, ne sont visibles dans le film que 4 soldats. Pour quelle raison n'en reste-t-il que 4? Ben parce que, comme c'était un documentaire commandé
pour la télévision. Donc, le format était un 52 minutes. On ne peut pas, pour 52 minutes, prendre 30 témoins, interroger 30 témoins. Donc, j'ai choisi les 4 témoins qui me semblaient les plus représentatifs de l'ensemble. Voilà. Et comme le format 52 ne me convenait pas tellement, j'ai quand même fait un format, en même temps, un format 65 minutes, celui que vous allez diffuser. Voilà. Votre dispositif, il est assez simple dans le film. Vous asseyez chacun des 4 protagonistes pour leur diffuser chacun leurs images et les faire commenter. Donc, de leurs commentaires vont apparaître les différents chapitres de votre film avec des images assez classiques. Si je vous parle de ça, c'est parce que à la Cinémathèque de Saint-Étienne, nous possédons un début de collection d'images d'appelés en Algérie. Une dizaine d'anciens soldats nous ont déposé leurs images. Et il y a des images qu'on a reconnues parce qu'elles paraissent incontournables. Hein, et puis d'autres beaucoup plus exceptionnelles que vous avez eues dans votre corpus. Les différents thèmes qui apparaissent donc dans le film sont en premier lieu le voyage. Le voyage est quasiment systématiquement filmé. Alors, je voudrais d'abord rebondir sur le début de votre intervention lorsque vous parlez de dispositif. Donc, l'origine de ce dispositif, il est double. Et d'ailleurs, l'origine de toute ma recherche concernant les films d'amateurs réalisés par les soldats pendant la guerre d'Algérie. Je suis parti j'avais en tête cette séquence de Muriel, le film d'Alain Resnais, où Bernard évoque la torture de Muriel devant des images qui étaient projetées sur un écran, donc des images tirées d'un film 8 mm, projetées sur l'écran, et qui représentaient des scènes tout à fait anodines de soldats s'amusant dans les prés. Bon. Et cette scène anodine a entraîné le discours de Bernard sur l'évocation de la torture. Et donc, ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, je suis parti de ce que disait Roland Barthes, c'est-à-dire que l'image a la capacité de fixer un lieu vécu dont la mémoire peut être réactivée par le simple fait de la regarder. Donc, si vous voulez, c'est à partir de ce principe-là que je me suis dit, bon, il faut que je mette les soldats devant leurs propres images, et donc ils vont, ces images vont réactiver en quelque sorte des événements, leur expérience de guerre, et il y aurait en fait une confrontation entre la mémoire des images de l'époque et leur mémoire actuelle. Et cette rencontre entre les deux mémoires nous restitue un petit peu de cette expérience de guerre qu'ils ont vécue. Voilà, donc ça c'est le dispositif de l'ensemble de ma recherche qui a été le dispositif de mon documentaire. Ensuite, vous me parliez vous abordez les différents thèmes. Alors le voyage, bien sûr, c'est surtout, si vous voulez, ce qui était important, c'est que dans tous ces films, il y a une place très grande qui est donnée au paysage. Et effectivement, c'est important parce que pour eux, c'était la découverte d'un pays qu'ils ne connaissaient pas et surtout tellement différent du relief et de la végétation de ce qu'ils connaissaient. C'est-à-dire que pour la plupart, certains n'avaient pas quitté leur village ou leur ville, donc ils voyageaient pour la première fois. À cette époque-là, on ne faisait pas de grand voyage. Donc c'était une sorte pour eux une découverte, et certains ont retrouvé d'ailleurs, m'ont-ils dit, des paysages qu'ils avaient vus dans les westerns. Pas parce que les paysages du Sahara peuvent tout à fait être
ressembler à ce qu'on voit dans l'Amérique du Nord. Ces paysages, ils sont souvent filmés de loin, du cantonnement même. Quand on est dans un fortin, au pied d'un djebel, on admire la beauté de ces paysages, mais en même temps, c'est l'espace de l'ennemi. Ben oui, parce qu'ils ne peuvent pas s'éloigner, d'ailleurs ils me l'ont dit, ils ne peuvent pas s'éloigner du fort ou de la caserne dans laquelle ils étaient, parce que les alentours, n'est-ce pas, étaient dangereux. Donc on a des paysages effectivement vus de loin ou d'un camion, parce qu'il traverse, lorsqu'il traverse le paysage, on voit. Donc, il y a une sorte de travelling qui est effectué. Mais effectivement, ce sont des paysages qui sont vus de loin, oui. Et qui sont d'autant plus, si vous voulez, une sorte de panoramique qui sont très, très, très beaux. Et il y en a beaucoup qui ont pris d'avion, n'est-ce pas? Ça, c'est le Hogar, par exemple, des images sur le Hogar vues d'avion, c'est absolument merveilleux au coucher de soleil. Ça, c'est par exemple un corpus, ça c'est très important dans le livre Lettres filmées d'Algérie, que vous avez publié en 2015. Il y a beaucoup, beaucoup d'images d'avions. C'est parce que le CPA, qui était éditeur du livre, vous avez fourni un corpus qui venait notamment de l'armée de l'air ou c'est... Ah, pas du tout. Ah, pas du tout, parce qu'il y a des films militaires, des films officiels de service cinématographique des armées. Il n'y a que les films de propagande que j'ai mis dans le documentaire, que vous voyez en noir et blanc. Bon, tous les autres, ce sont des films de soldats. Alors, il y a des soldats qui ont déposé leurs films à le CPAD, c'est-à-dire Service cinématographique des armées, mais d'autres soldats ont déposé leurs films dans les autres cinémathèques régionales. Donc, non, c'est parce que ce sont des images qui sont dans les films de soldats. Beaucoup, si vous voulez, certains d'entre eux beaucoup étaient dans les services d'intendance. Et donc, il y en a qui devaient réparer des avions et faisaient des essais, n'est-ce pas, en avion. Et certains ont pris cette occasion pour filmer des paysages vus d'avion. Mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a beaucoup de paysages qui sont pris du sol. Hein. D'autres images assez classiques, c'est des images de pur tourisme ou des images de vacances, entre guillemets. Lors des permissions, ces soldats rejoignent les villes, les villages, la côte. On a des scènes de plage. Et là, on a des soldats qui filment le pittoresque, l'exotique, les populations locales, mais là aussi, toujours de loin, dites-vous. Bien oui, parce qu'il y a toujours cette distanciation. Certains ont utilisé le zoom pour filmer ces populations, n'est-ce pas, pour essayer de se rapprocher avec le zoom. Il y a toujours cette distanciation qui est due, évidemment, au statut même du soldat qui filme. Mais ils ne sont pas forcément, si vous voulez, il y a toujours cette ambiguïté entre avoir un regard humaniste, et puis le regard de l'occupant. Et c'est très souvent, c'est très mélangé dans ces images que j'ai. Il y a une sorte de paradoxe, n'est-ce pas, qui fait qu'on a ces deux types d'images. À la fois, il y a une volonté humaniste, d'ailleurs, de se rapprocher de l'autochtone, de la population, et puis cette méfiance, évidemment, du côté de la population vis-à-vis d'un soldat. Donc, il y a le statut même du soldat qui ne permettait pas à cette époque de pouvoir faire véritablement, de pouvoir filmer comme il désirait la population. Vous y revenez dans le film, notamment dans leur capacité à filmer des femmes. Un témoin dit « Si j'ai eu le droit de filmer une femme, c'est parce que j'étais en uniforme. On ne m'a rien dit parce que j'étais en uniforme. » Oui, mais ça, c'est tout à fait la position de l'occupant. Le pouvoir de l'occupant, n'est-ce pas, l'homme à la caméra qui a un pouvoir
de la possibilité de filmer des femmes pendant que les hommes ne sont pas là, alors que le filmer des femmes, c'est interdit. Il y a des images où les populations sont… Il y a une connivence avec les populations indigènes. C'est les images des SAS, des sections administratives spécialisées, les instituteurs. Un de vos témoins est instituteur et on va sentir une bienveillance, une intention particulière à filmer les enfants qu'il avait en charge. C'est un cas très particulier. C'est le commandant du régiment qui lui a demandé de réactiver une salle de classe pour tous les enfants qui étaient dans ce village de regroupement. Et donc, il a effectivement, alors lui, il avait une vocation véritablement éducative, et il s'est fait filmer, parce que ce n'est pas lui qui filme, il s'est fait filmer au milieu des enfants, et c'est un peu une exception dans mon corpus, où on a véritablement cette volonté d'avoir une action humaniste et très, disons, très positive. Là où votre film révèle des images beaucoup plus rares, c'est qu'on y voit des opérations de maintien de l'ordre. On y voit des fouilles, on y voit des patrouilles, des contrôles d'identité, et puis des combats, ou le temps immédiat après des combats. Alors, certains soldats vous disent, non, quand on partait en opération, le barda était trop lourd, la censure s'exerçait. On peut imaginer qu'il y avait une certaine autocensure aussi. La torture est évoquée dans votre film, elle n'est pas montrée, il n'y a pas d'image de torture. Et pourtant, vous avez un soldat qui a filmé des combats. Il faut faire la distinction entre les officiers et les hommes de troupe. Les hommes de troupe ne pouvaient pas filmer ou photographier pendant les combats, parce que justement, ils avaient leur barda, ils avaient les armes, puis ils combattaient. Les officiers avaient la possibilité de filmer ou de prendre des photos. Et donc, ce que vous voyez dans le film et ce que j'ai également analysé dans l'ouvrage, ce sont des images prises par des officiers. Donc, il y a notamment Maurice Combe, qui est dans le film, n'est-ce pas, et qui a voulu filmer une opération commando dans la presqu'île de Kolo, à l'occasion de la recherche d'un hôpital de campagne des Algériens. Et donc, lui a filmé la progression de sa patrouille, n'est-ce pas, vers l'hôpital de campagne et la découverte d'un corps de Félaga mort, etc. Donc, lui avait la possibilité, il l'a fait, et ce n'est pas la seule fois où il a filmé. Et puis, il y a une autre expérience, Pierre-Alban Thomas, qui était capitaine dans son régiment, et qui, lui, a eu le regret de ne pas avoir pu filmer une scène d'embuscade, parce qu'il avait préparé sa caméra pendant que les soldats préparaient l'embuscade. Et puis, au moment où l'embuscade a eu lieu, il a eu un coup de téléphone de son QG et il n'a pas pu déclencher sa caméra. Donc, ça a été un très grand regret pour lui. Bon, voilà. Mais souvent, nous avons alors les images qu'ont pu filmer les soldats, c'est les instants d'après, c'est-à-dire après les événements, quand ils arrivent sur place. Et encore, alors vous parliez de censure. Les soldats français qui étaient désappelés ont vécu des moments extrêmement dramatiques et angoissants et stressants pour eux, comme certains ont assisté à des scènes de torture. Bon. Et donc, il y a eu d'autres événements qui ont été relatés par la presse et même photographiés.
bon, qui n'était pas pour le soldat face à ces situations très angoissantes, pas du tout, qui n'avaient pas du tout l'habitude de vivre. Mais bon, c'était un moment où, évidemment, ils étaient un petit peu paralysés par rapport à ce qu'ils pouvaient faire, pouvaient filmer ou pouvaient photographier. Donc là, il y a des moments où, bon, par exemple, Jean-Pierre Coulongeon me disait qu'il a assisté à une scène de torture, il aurait pu la filmer, mais il ne l'a pas filmée parce que, évidemment, pour lui, c'était trop, voilà, ce qu'il voyait était trop fort et il ne pouvait pas filmer. Alors, est-ce qu'il y avait une censure? Il n'y a pas eu la censure en Algérie comme il y a eu en Indochine, parce que d'abord, il y avait une sorte de querelle entre le gouvernement d'Alger et le gouvernement de Paris, et puis aussi au sein des deux services cinématographiques des armées, la cellule d'Alger et la cellule d'Ivry-sur-Seine. Et donc, ça a laissé un petit flou à la censure. La seule chose qui était dite, c'était qu'on ne pouvait pas filmer pendant les combats. Voilà. Sauf ce que je vous ai dit par rapport aux officiers. Donc, il n'y avait pas véritablement de service de censure. Mais ce qui m'a été dit, et je pense que c'est probablement ce qui s'est passé, il y avait une cellule de surveillance chez Kodak, puisque tous les films et toutes les pellicules étaient développés chez Kodak en France. Et donc, plusieurs soldats m'ont fait remarquer que certains de leurs bobinaux n'étaient pas revenus. Alors, Maurice Combe, justement, cet officier qui a filmé l'opération Commando qui est présente dans le documentaire, est rentré de permission un jour par avion. Et il a filmé sa caserne depuis l'avion. Et ce bobino n'est pas revenu, sous prétexte qu'il y avait un problème de développement. Et ensuite, il y a eu un autre exemple, Michel Glucksmann, qui a survolé le centre de Reagan, le centre d'expérience atomique de Reagan, et là aussi, le bobino n'est pas revenu. Bon. Et enfin, Jean Ségalen avait filmé le moment où sa patrouille arrive dans un village qui venait d'être détruit par le napalm. Et donc, il y avait des corps brûlés par le napalm par terre. Il a filmé, et là non plus, le bobino n'est pas revenu. Donc, on pense qu'effectivement, il y avait une surveillance qui s'effectuait chez Kodak. Le dernier chapitre de votre film, c'est la libération, la quille, dans le vocabulaire des soldats. Et là, je vous ai dit que j'avais été un peu perplexe avec le traitement de la musique. Alors, parlons des bruitages d'abord. Votre film montre des images faites en 9.5, en 8 mm, a priori systématiquement muet. Monsieur Combe dit avoir post-synchronisé, mis des musiques symboliques sur ses films. Une bande magnétique que l'on mettait, une bande magnétique que l'on collait une bande magnétique sur la pellicule. Moi, j'ai eu cette expérience en 16 mm d'ailleurs. En dehors de cette expérience-là, les autres films sont muets. Pourtant, le film fait appel à des bruitages en post-synchronisation. Ça, c'est un incontournable de la diffusion télévisuelle d'aujourd'hui. Ce qui m'a été dit par le mixeur et l'ingénieur du son, etc., c'est que les images muettes sont interdites à la télévision. On ne peut pas passer des images muettes dans un document. Donc, il y a toujours quelque chose, ou un souffle, quelque chose. Bon. Et donc, à partir de là, de toute façon, si vous voulez, mon idée, ce n'était pas du tout de faire un film de télévision, déjà, au départ. C'était vraiment de faire un documentaire qui aurait pu être projeté en salle de cinéma.
Et donc, je me suis dit, je ne veux pas du tout faire ce qu'on a vu il y a quelques années concernant des films d'amateurs tournés pendant l'occupation, où le réalisateur a retrouvé, a sonorisé toutes ces images qui étaient muettes, n'est-ce pas, de manière entre guillemets réaliste, en essayant de retrouver les sons de l'époque, les sons des armements, les sons des bruits des villes, des campagnes, etc. Bon, donc ce genre de pratique qui tue en quelque sorte, ou qui dénie à l'image d'être une archive, était pour moi quelque chose à bannir. Donc pour moi, l'image, je l'ai véritablement traitée comme une archive. Et donc, à partir de là, j'ai mis quelques bruitages, mais extrêmement faibles. C'est-à-dire que j'ai dit au mixeur, vous allez au minimum de ce que vous pouvez faire. C'est-à-dire au niveau de l'intensité, au minimum de ce qui est possible, de façon à ce qu'on entende quelque chose, mais qui évoque plutôt que de... Et ce qui était plus important, c'était le premier point pour les sons, les bruitages. Ce qui a été très important pour moi, c'est le travail de la musique. Parce que, si vous voulez, c'est poser une question du passage du livre au film, d'une écriture à une forme cinématographique. Donc avec ses règles et avec son écriture cinématographique. Et donc, j'étais bien dans l'idée de répondre à cette exigence d'une écriture cinématographique. Donc, quelle était ma place dans ce documentaire? Soit au niveau de mon image, soit au niveau de ma voix. Comment j'allais pouvoir traduire certaines analyses que j'ai faites dans le livre en images, par le montage, etc. Bon, toutes ces questions-là, je me les suis posées avant, pendant que j'écrivais le scénario. Et donc, je suis arrivé à l'idée suivante, bon, ma présence, oui, je suis passeur, en quelque sorte, de ces mémoires. Donc, j'accompagne les soldats dans la restitution de leur mémoire. Et donc, je suis avec eux, à côté d'eux. Donc, au niveau de l'image, j'avais trouvé, si vous voulez, ma place. J'étais à côté d'eux dans l'ombre, je ne disais rien, je regardais avec eux leurs images. C'est le dispositif donc, que j'ai mis en place. La voix off, j'ai voulu intervenir au minimum, c'est-à-dire chaque fois que soit l'image, soit la musique, soit ne pouvait pas donner. Donc, il y a très peu d'intervention de ma part, au début, à la fin, surtout, et puis un petit peu pendant le déroulement du documentaire. Et la place importante pour moi, c'était la musique. Et donc, j'ai travaillé avec Sébastien Souchois, qui est un musicien extraordinaire, avec qui j'ai vraiment eu une relation qui a tout à fait compris ce que je voulais faire. Et pour moi, la musique, c'était donc ma voix. C'était mon analyse de ces expériences de soldats. Et c'était une manière d'introduire dans le film certaines analyses que j'avais pu faire dans le livre. Et donc, pour certaines thématiques, pour la thématique générale du film, etc., je lui ai chaque fois expliqué ce que je voulais que la musique puisse traduire. Voilà. Et nous avons travaillé ensemble, je dois dire, pendant les 9 semaines de montage, ce qui est très rare, ce qui ne se fait pratiquement pas, puisque le musicien, normalement, intervient à la fin, une fois que le montage est fait, et donc il intervient à ce moment-là. Mais donc, pendant tout le montage, nous avons eu des échanges. Il m'a envoyé des
des bouts de musicaux, je lui disais ce que j'en pensais, etc., etc. Donc voilà, et c'est pour ça que je trouve, pour moi, la musique, si vous voulez, est tout à fait ce que je voulais, voilà. C'est quelque chose, notamment, je prends l'exemple de la fin, où justement, lorsque les soldats rentrent, n'est-ce pas, sur le bateau, la scène. quitte l'Algérie, n'est-ce pas? Donc il y a une musique qui est à la fois tout à fait, comment dirais-je, J'ai dit que je lui avais trouvé une connotation très nostalgique, moi, à ce moment. alors qui est à la fois nostalgique, mais aussi grinçante. Parce qu'il y avait l'idée de… Bon, la nostalgie, on quitte quand même un pays qui est… Enfin, il y a cette idée de… on quitte un pays qui est merveilleux, qui a été une découverte, si vous voulez, de tous ces paysages, etc. Bon, il y a le souhait de rentrer le plus vite possible, parce que les soldats ont tous exprimé cette idée, mais qu'est-ce qu'on vient faire là, n'est-ce pas? Donc, très heureux de rentrer, mais aussi le côté grinçant parce que les officiers de carrière n'étaient pas contents que De Gaulle ait accepté les accords d'Évian. Donc, il y avait tout ça dans cette musique du retour, n'est-ce pas? Voilà, j'ai voulu que cette musique, elle traduise tout ça. Voilà. La fin se termine sur des scènes assez classiques, disons, de repentir, enfin ou en effet d'expression de l'incompréhension de soldats qui ont vu ou fait des choses et qui le regrettent. Il y a trois des protagonistes qui évoquent ça, pas votre militaire de carrière. Quand vous avez dû aborder avec lui cette question de comment vous analysez ce que vous avez fait là-bas, vous n'avez pas gardé ces images. La réponse ne vous a pas convaincu? C'est-à-dire, pourquoi j'ai gardé toutes les images. Monsieur Combes n'apparaît plus du tout à la fin, alors que les trois autres… alors, mais non, c'est pas parce que… Alors ça, c'est une idée de montage, parce qu'il est parti avant les autres. C'est le premier qui quitte l'Algérie. Il le dit d'ailleurs. Il a été nommé. Il est resté, de par son statut, il doit changer constamment de pays. Et donc, je crois qu'il partait en Mauritanie ou quelque chose comme ça. Donc, il a quitté plus vite que les autres le conflit. C'est pour ça que je le fais partir avant. À la fin du film, vous ouvrez une perspective très intéressante, me semble-t-il. Vous aviez évoqué l'idée de l'impossibilité de filmer l'autre, l'indigène, l'autochtone, l'Algérien, quand on était soldat. L'impossibilité de cette rencontre par ce statut d'occupant. Et cet autre, dans les films amateurs, il apparaît sous une autre forme, qu'est le spectateur potentiel de ces films. Ces cinéastes amateurs, ils font d'abord des films pour le cercle familial, à qui ils envoient les films. Vous avez votre livre s'appelle Les lettres filmées. On communique avec la famille par ces films. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire aussi qu'il y a quand même l'idée que ces films veulent retracer aussi la réalité, tout aussi pleine d'images manquantes qu'elles soient? Ces films, est-ce qu'il n'y avait pas une volonté inconsciente de faire trace de la réalité de ce qui était vécu là-bas? Bon, c'était rapporter des souvenirs. Pour tous, c'était rapporter des souvenirs de leur expérience de guerre. N'est-ce pas? Donc, il y avait cette idée, mais qui devait rester dans le cercle familial. Vous dites bien ça, c'est-à-dire que dès le départ, je savais que je ne voulais pas faire un travail, un livre, un film sur la guerre d'Algérie. Ce n'est pas un film, un documentaire sur la guerre d'Algérie, comme ce n'est pas un livre sur la guerre d'Algérie. Je ne m'intéresse pas aux événements. C'est un livre sur l'expérience de guerre d'anonymes, d'être singulier, comme dirait Arlette Farge. Donc, si vous voulez, ce sont des expériences de guerre que seuls les films de soldats pouvaient nous restituer.
j'ai aucun autre document qui pouvait restituer ces expériences de guerre telles qu'elles ont été filmées. Et c'est là l'importance du travail sur le film, c'est-à-dire que je ne trouve pas ce type d'information ou de ressenti dans d'autres archives que celles des films. Vous voyez, ça me paraît très important à dire. Alors, effectivement, ces archives, elles sont restées du domaine privé. Mais à partir du moment où j'ai rencontré, à partir déjà du moment où les soldats ont voulu déposer leurs archives dans des cinémathèques régionales, il y avait un acte mémorial de leur part. Donc ces archives devenaient, n'est-ce pas, étaient déposées dans la sphère publique. Et donc moi, mon travail, ça a été en quelque sorte, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'étais un passeur de ces mémoires. En retrouvant tous ces soldats et donc ces mémoires individuelles trouées, puisqu'il y a des images manquantes, il y a ça, devenaient une mémoire collective trouée. N'est-ce pas? Voilà. Et donc, cette rencontre avec l'autre, parler du spectateur, ça a été d'abord moi, le spectateur de ces images. Et ce que j'ai trouvé, si vous voulez, avec le recul de ce travail, c'est qu'en fait, tout était pour moi une rencontre avec l'autre. Moi, je rencontrais des soldats, je rencontrais leurs images, les soldats rencontraient aussi des camarades, ils filmaient des camarades, ils filmaient de la population. Donc il y a toujours, dans tous ces films et dans tout ce dispositif, c'est en quelque sorte la grande thématique principale de tout ça, c'est la rencontre avec l'autre. Et effectivement, la dernière rencontre, c'est avec le spectateur. Un beau mot de la fin. On a évoqué une dernière question. On a évoqué la censure. Quand on fait un documentaire pour la télévision française aujourd'hui sur le thème de la guerre d'Algérie, est-ce qu'il y a une autocensure? Est-ce qu'il y a une censure qui s'exerce? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas pu dire dans ce film? Pas du tout. Et c'est si vrai que je n'ai eu aucune exigence, aucun regard du service cinématographique des armées avant que le film ne soit fini. C'est-à-dire que nous avons montré le film, donc le service cinématographique des armées, qui est coproducteur de ce film, n'a à aucun moment, et d'ailleurs même pour mon livre, puisqu'ils ont même donné, si vous voulez, dans mon livre, les 2 livres que j'ai faits, il y a des archives qui m'ont été données gratuitement, n'est-ce pas? Sans aucune restriction. Donc, je pense que, mais vous savez, il y a déjà eu une exposition sur l'Algérie qui a eu lieu au musée des armées aux Invalides, qui a eu lieu il y a quelques années, où on parlait de torture, on parlait de tout ça. Donc, je n'ai absolument subi aucune restriction. On m'a montré toutes les archives que je voulais. Et à la fin, le producteur est allé présenter le film, donc au directeur du service cinématographique des armées et de tous ses fonctionnaires autour de lui. Et ils ont tout à fait... il y a peut-être Jean-Pierre Coulongeon qui a été un petit peu mal perçu par le directeur, mais d'autres lui ont dit mais non, c'est une réaction qu'ont eue des soldats, etc. Et le film a été présenté officiellement au musée des armées, aux Invalides, en avant-première. Donc, vous voyez, vraiment, il n'y a eu aucune censure à aucun moment. Merci, Jean-Pierre Berthamin-Guite. Merci à vous. On ne peut qu'inviter les possesseurs d'images personnelles de ce conflit. C'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui. Vous évoquiez le réseau des cinémathèques régionales en France, nous en faisons partie, et nous invitons vraiment les soldats qui ont filmé en Algérie à déposer leurs images dans ces archives publiques
pour pouvoir les diffuser, permettre la réalisation de films tels que le vôtre. Et puis accessoirement, vous nous avez fait envie aussi avec toutes ces productions précédentes. On espère bien vous voir en vrai dans cette salle. Mais oui. Mais écoutez, on a raté 2 fois, donc jamais 203. On vous invitera avec La bonne. vos productions précédentes. En attendant, on invite les spectateurs du site internet de la Cinémathèque à visionner Algérie 54-62, des soldats à la caméra.